I'm losing my patience. I just came here to dance. Donc merci déjà d'être venu, même si on est entre nous, ça va être d'autant plus sympathique et vous nous arrêtez si vous avez des questions. Si on est trop nombreux, on fait ça à la fin, mais du coup on peut le faire au fur et à mesure. Alors, je voudrais juste dire en introduction que l'intervention qu'on a prévue, elle est plutôt adressée à des jeunes gens. Donc, on espère que vous trouverez votre compte. Mais voilà, ayez ça en tête. Et on pourra, de toute façon, on pourra élargir les débats et les discussions autant que vous le souhaitez. Peut-être se présenter. Voilà, Ouais. je commence. Donc, je m'appelle Noémie Lefebvre-Marec. Je suis journaliste indépendante. Je travaille principalement pour la chaîne d'info LCI. Et je travaille également pour d'autres médias, des sociétés de production diverses et variées. Et donc, je suis Aurore Teboul, journaliste également dans l'audiovisuel, radio et télé. Et un de mes employeurs, je suis pareil, plutôt indépendante. Et donc, je travaille aussi pour le groupe France Télévisions, voilà, donc principalement en télévision. Et suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, spontanément, on avait envie de faire quelque chose dans les écoles pour se dire que les réactions, la différence entre les réactions qu'il y a en classe, en tout cas avec le public assez jeune, et ce qui se passe vraiment dans les médias, dans l'actualité. On se disait qu'il y avait peut-être quelque chose à corriger, à réparer. Et donc, on s'était dit qu'il fallait qu'on s'adresse à un public jeune et expliquer nos métiers, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et enlever un petit peu les fantasmes autour des médias. Il y a beaucoup de fantasmes. Et on essaye petit à petit de répondre aux questions, en tout cas. À ce propos, et ce sera la fin du propos introductif, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle La Passerelle. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez y aller. Il s'agit de créer une interaction entre les journalistes et les enseignants, le monde de l'enseignant ou le monde de l'éducation, enfin des gens qui ont affaire au jeune public. C'est très informel, ça s'est fait de façon très spontanée, mais il y a 400 personnes et donc il y a une petite émulation sur le groupe, ça peut être intéressant. Voilà, si vous le souhaitez. Alors, on est donc... Oh, tu peux revenir un petit peu en arrière. Donc, on a choisi, pour aujourd'hui en tout cas, de prendre cet exemple de l'image. Alors, c'est plutôt de l'image photo aujourd'hui, mais ça s'applique évidemment à la vidéo. Comment ne pas se faire avoir sur Internet, les réseaux sociaux, avec le côté viral de ces réseaux. On se retrouve avec beaucoup d'images, on ne sait pas d'où elles viennent, qui les a postées, et on se retrouve avec une déformation, tout bonnement, de l'information. On va voir ensemble comment on arrive à avoir des images déformées sur nos écrans d'ordinateur, comment comprendre tout cela et essayer d'articuler et d'expliquer ça au public le plus jeune, si possible. Donc, le détournement des images. On va commencer avec cet exemple-là. On s'est nourri d'exemples qui ont eu lieu ces 2, 3, 4 dernières années. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose ? Vous ne l'avez pas vue. Ok. Alors, ok. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est une photo qui a beaucoup circulé lors des attentats. Tremblement de terre au Népal. Tremblement de terre au Népal. L'attentat de la nature, on va dire. Et donc, c'est une photo qui a circulé dans l'idée de susciter l'appel au don, donc dans l'idée de susciter de l'émotion. Et cette photo a été légendée. Voilà, vous voyez la phrase qui est au-dessus. Une petite sœur de 2 ans et demi, protégée par le frère de 4 ans, au Népal. Une des photos les plus divines du siècle. Et cette photo a été, on peut passer à la suivante, vraiment multipliée sur les réseaux sociaux, reprise pour vraiment susciter l'émotion. Avec chacun y va de son commentaire, voilà. Différents. Là, on parle de dons. Là, on parle de... Enfin, bon, chacun surenchérit sur cette photo au Népal. Et finalement, on se rend compte, évidemment, on peut regarder la prochaine, qu'il ne s'agit pas d'une photo prise au Népal. Mais donc là, c'est un tweet de la personne qui a photographié. Donc le photographe Nathan Nguyen dit « Je n'ai pas photographié deux enfants au Népal, mais c'était une photo prise en 2007 au Vietnam. » Donc là, on se rend compte que tout le monde est à côté de la plaque. Ça a pris quelques jours avant de rétablir la vérité. Donc cette personne a eu la possibilité, en tout cas, de corriger l'erreur. Oui.
C'est un monsieur. Non, c'est pas exactement ça. En fait, pardon, c'est la photo, elle a probablement été reprise sur Google Images ou on ne sait pas trop. En fait, le photographe l'avait mise à disposition sur un support, on ne sait pas lequel, mais elle devait se trouver très probablement sur Google Images. Et il y a une personne qui a pris cette photo dans l'idée, alors on ne sait pas qui est cette personne exactement, mais son intention était clairement de susciter de l'émotion. Si on revient un tout petit peu en arrière, enfin, je crois que encore, voilà, 200 000 partages, plus de 200 000 partages. Effectivement, la photo, elle est incroyable parce que on a l'impression que, enfin, moi, je vois ça, je sais pas ce que ça vous fait, mais j'ai l'impression que c'est 2 petits enfants abandonnés, puisqu'en fait, c'est un petit gamin de 2 ans et demi qui protège sa petite sœur. Enfin, oui, La petite a 2 ans et demi. voilà, et lui, là, voilà, 4 ans. Et on ce voit de la terre qui battue. utilise cette image. Encore une fois, ce monsieur n'a certainement jamais été au Népal, ni au Vietnam, enfin, j'en sais rien. Mais il utilise une image qu'il n'a pas prise lui-même. Donc, il est comme Déjà, nous. est-ce qu'il a le droit d'utiliser cette image? C'est une bonne question. Enfin, par rapport à la loi, non. Clairement, quand on a une image avec une photographie, c'est pareil pour la vidéo, il y a ce qui s'appelle des crédits. Donc, généralement, les photographes professionnels soit l'ajoutent, soit l'intègrent en filigrane, on appelle ça, sur une photo. Donc, vous pouvez l'avoir en fond très léger ou en bas ou sur les côtés. Cette photo, on va le voir, on peut aller plus loin, a été finalement filigranée. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser, puisque nous, on l'a trouvé sur le net, en tout cas pour préparer cette conférence, on l'a trouvé avec la signature. Donc la première personne qui a utilisé cette photo, manifestement, elle a coupé. D'accord. Et donc, du coup, la personne qui avait pris cette photo et qui a dit attendez, c'est pas au Népal, c'est moi qui l'ai prise au Vietnam, etc. Elle s'est manifestée quoi, sur Facebook ou sur Twitter. Sur Twitter. Ouais. Et après, c'était quoi les réactions? Eh bien, voilà, les réactions, après, c'était... Alors, Alors, là, on ne parle pas de médias, de pure player ou de médias qui, a priori, ne sont pas trop tombés dans le panneau. C'est plutôt Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, donc tout un chacun. Donc là, est-ce que beaucoup ont... corrigé en disant... ça, je ne sais pas. C'est une excellente question. On verra plus tard, il y a des exemples où parfois on corrige, ou parfois on rectifie, et ça, on a des traces. Là, j'avoue, on ne sait pas s'il y a des traces, on ne sait pas si ça a été vraiment corrigé. En fait, la pratique, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on utilise les réseaux sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle un hoax. Ça vous dit quelque chose? Un hoax. Un H-O-A-X. Hoax. Ça veut dire de l'intox, en fait. C'est un faux. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est les hoax, ils ont cette particularité de revenir régulièrement. C'est-à-dire que, alors on a pris cet exemple-là, mais il y en a d'autres où il y a des photos ou des rumeurs qui courent, qui à un moment donné, ça s'arrête parce qu'elles sont démenties et que le démenti est largement partagé. Mais finalement, la graine, enfin le verre est toujours dans le fruit et le verre continue à se répandre et ça peut à nouveau se propager d'une façon tout à fait spontanée, comme un feu de paille. Et il y a des hoax comme ça qui reviennent tous les 3-4 ans sur les réseaux sociaux. Les mêmes. Alors ça, c'est au service du tremblement de terre au Népal. Et on va dire que l'intention est bonne. L'intention, elle est plutôt positive. C'est de susciter l'émotion et donc de susciter des dons pour le Népal. Donc on va dire que c'est pas dans une intention nocive. Mais il y a des hoax qui ont réellement des effets dévastateurs dans d'autres domaines, on va dire. Donc l'impact du démenti, il est très difficile à évaluer. Moi, je pense qu'une fois qu'un hoax est lancé, s'il est vraiment partagé, c'est impossible, de nos jours, hein, c'est impossible de totalement rétablir la vérité. Surtout que là, on est sur un événement mondial, donc avec une diffusion mondiale. Après, il y a des échelles, il y a les hoax qui sont franco-français. Et, bon, voilà. Après, il y a des sites aussi qui existent qui répertorient ces fausses informations. Il y a des passionnés qui... Alors, il y en a vraiment un paquet qu'on pourra vous donner. Il y a Hoaxbuster. Hoaxbuster, c'est le chasseur de hoax. Voilà. Et c'est des gens très bien qui font ça. C'est un Français qui a lancé ce site. Je le partage bien volontiers parce que voilà, il y en a d'autres, mais c'est vrai que celui-là fait référence.
il fait référence dans le domaine. Il y a des rédacteurs dans la rédaction et ils font appel aussi à... En fait, il y a un grade, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à ce site et plus on est fiable dans ce qu'on dit, plus on apporte de l'information, plus on monte en grade, on prend des points en quelque sorte. Et donc il y a des gens qui sont Experts, certifiés en quelque sorte par la rédaction. Ils font un vrai travail. Ils ont un groupe Facebook, ils ont un site internet et ils font un super travail sur les hoax justement. Ils arrivent à identifier des hoax. Et vous êtes acteur? Si. Ah non, ils identifient toutes sortes de hoax, bien sûr. Ce qui arrive sur nos écrans, donc nos écrans finalement, Twitter, Facebook, voilà, tout arrive, enfin voilà, c'est globalisé aussi. On peut passer à la suite, ouais. Merci. Alors, de petite pause, on explique, quand les journalistes doivent faire un reportage sur un sujet de société ou social qui n'a pas on va dire, de prise directe avec un événement, il faut trouver de quoi illustrer ce reportage. Donc c'est le même problème en vidéo et en photo. Là, on a un exemple photo. Comment illustrer, par exemple, on peut passer au slide suivant, un papier, un article, en l'occurrence c'est dans Télé 7 jours, je crois, sur le harcèlement scolaire. Alors il est coupé en haut, on est désolé, c'est harcèlement scolaire. Et donc on va voir cette photo. Qu'est-ce qu'elle vous évoque déjà ? L'oppression. Il y a quelque chose que vous remarquez ? Ouais, est-ce que vous pouvez décrire peut-être un peu plus la photo ? Dites-nous ça au micro. Moi, ce qui m'étonne tout de suite, c'est je vois un petit blond aux yeux bleus harcelé par 2 enfants à la peau mate et aux cheveux noirs. C'est ce qui nous a choqué aussi. Et c'est ce qui a choqué en fait un bon nombre de personnes. Et voilà. Donc on se dit, mais d'où vient cette photo ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est voilà. Donc c'est comme les assurances et les banques, faut lire les petites lignes. Hein. Et donc là, on a des crédits, puisqu'on parlait tout à l'heure de crédits photo, il y en a aussi. Et on se rend compte qu'on peut passer au slide suivant et créditer. On ne lit pas très bien, mais c'est écrit Getty Images. Et donc on va sur le site de Getty Images. Qu'est-ce que Getty Images ? C'est un site qui fournit des photos prises exprès pour la presse, pour les blogs, pour tous ceux qui ont la possibilité de commander. Hein, c'est en téléchargement et en achat. Et donc on trouve, c'est pas tout à fait la même photo que celle d'avant d'ailleurs. Vous voyez que c'est une série, donc c'est une mise en scène pour pouvoir illustrer alors la violence à l'école ou le harcèlement à l'école. Et on se dit ah ouais quand même, bon, ça veut dire qu'on peut prendre la photo qu'on veut pour illustrer un article. Ça veut dire qu'on peut en prendre soi-même une, si on est photographe ou journaliste, ou on peut en acheter une. Et donc celle-là, apparemment, elle a été achetée. Et elle a fait beaucoup réagir, en fait. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que la photo a fait beaucoup réagir. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Télé 7 jours. Télé Loisirs ou Télé 7 jours ? J'ai un doute, on vous dira ça peut-être plus tard. Je crois que c'est Télé Loisirs. Mais il y a des gens qui se sont plaints. Et parce que effectivement, c'est ce que vous dites. En gros, c'est un peu la caricature. On est dans les clichés, en fait, très simplement. Surtout que là, on est sur le site de France Info. Voilà. Donc France Info a fait la même, en fait. Ils sont dit, ah bah tiens, on va prendre une petite photo de harcèlement. Et donc, en fait, ce Getty Images, il fonctionne par mots-clés. On tape harcèlement et on va probablement tomber sur cette photo. Donc je pense, et je le dis tout de suite, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise intention à la base de la part des illustrateurs de l'article, hein, des secrétaires de rédaction en ligne qui ont choisi d'illustrer avec cette photo. Ils ne se sont peut-être pas rendus compte sur le coup. Ils ont dû s'en rendre compte quand ils ont eu les réactions, parce qu'il y a eu énormément de réactions. Si bien que, en effet, après réflexion, ils se sont aperçus de quelque chose qu'ils avaient fait, même sans réfléchir. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. C'est comment on cultive le cliché, c'est-à-dire de façon totalement inconsciente. Et ils ont été obligés ils ont décidé de changer d'illustration. Donc le même article. Voilà. Et enfin, on change de visuel, et là, qui est beaucoup moins marqué. Qui est complètement neutre. Hein. Là, ça pourrait parler de sport, de basket, de vêtements, de briques, de routes, de trottoirs. Et là, c'est déjà un petit peu plus clair pour le lecteur, pour l'internaute, en l'occurrence, c'est une capture d'écran d'Internet. Là, c'est clairement écrit photo d'illustration avec le crédit du site ou du photographe. Voilà, c'est quand même peut-être plus clair de dire que c'est pas c'est un élève, mais en tout cas ça n'a pas été pris dans le contexte de cet article.
Ouais. Alors là, on peut regarder la date, 28 mars. Est-ce qu'on peut aller au slide précédent, s'il te plaît? 25 octobre. Ah bah oui, non, bah oui. Pas forcément. Après, peut-être que nous, on a dû faire la capture d'écran récente. Enfin, c'est possible que ce soit... En fait, je pense que c'est proportionnel au nombre de mails de réclamation que le média reçoit. Il y a toujours un médiateur associé à un média. Donc, il est là pour ça. Dès qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'un média publie, il est là pour faire son travail de médiation. Ce qu'on veut dire derrière ça aussi, parce qu'on a fait cette présentation pour des jeunes, l'idée c'était de dire que sur les réseaux sociaux, se propage tout un tas d'âneries qui sont lancées par des amateurs, enfin par des personnes comme vous et moi, des personnes lambda, mais il n'était pas non plus question qu'on dise à ces jeunes les journalistes sont parfaits. C'était aussi l'objet de montrer que parfois, en effet, les journalistes font des erreurs et que c'est bien de prendre la parole et c'est une bonne chose de communiquer, de prendre en main ces choses-là et de s'adresser aux médias concernés et de protester si on pense qu'il y a une erreur. Les journalistes sont des êtres humains et donc ça arrive aussi de faire des erreurs. Et il y a des conséquences, pas immédiates puisque ça a pris quelques mois dans ce cas-là, mais en tout cas, on peut modifier les erreurs. Alors là, on est sur le cadre d'une image. Une image, c'est plein de choses. C'est un cadre, c'est une couleur, c'est un lieu, c'est un décor. Un décor. Il y a plein de choses. On a choisi de faire parler, pour illustrer le cadre de l'image, on a décidé de faire parler une photo. Alors, on vous laisse. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous reconnaissez cette personne, peut-être? Pas évident. Une vieille photo. Si vous ne reconnaissez pas la personne, vous reconnaissez peut-être l'attitude. Bon, voilà. L'époque, voilà. Cette photo, on la trouve sur le net assez facilement. Et c'est une bonne question. Là, quand on la voit comme ça... C'est l'intuition qui vous fait dire ça? Voilà, vous reconnaissez un contexte religieux. Donc effectivement, c'est une personnalité religieuse. La personnalité religieuse, j'ai envie de dire. Mais cette photo, on la trouve telle qu'elle sur Internet, pas forcément avec des commentaires, telle qu'elle, découpée ainsi. Donc forcément, ça fait penser au salut hitlérien. Je pense que tout le monde est d'accord. Quand on fouille un petit peu plus, on tombe sur la photo suivante, qui est déjà légèrement différente, qui ne signifie pas la même chose. Cette personne, vous l'avez pas reconnue, non? Il s'agit de Joseph Ratzinger, l'ancien pape. Ah oui, c'était sa jeunesse, en fait, en Allemagne. Mais c'est vrai qu'avec un seul bras, ça fait une certaine jeunesse en Allemagne. Avec les deux bras, ça fait une autre jeunesse en Allemagne. Donc, Ratzinger était allemand et il a été suspecté. En tout cas, il a été attaqué là-dessus. D'être présent dans les jeunesses hitlériennes. Voilà. Il y a des gens qui ont voulu faire... passer le message comme ça qu'il avait eu effectivement des relations avec les nazis. Et donc cette photo-là était détourée d'une façon très intelligente, qu'on n'a pris qu'un bras et puis on a bien cadré, bien serré, comme ça on pouvait pas bien comprendre que c'était effectivement un habit religieux. Donc pour ça, il n'y a pas besoin de Photoshop, une paire de ciseaux et ça, ce genre de détournement, de retouche, elle existe depuis toujours. C'est-à-dire, depuis que l'imagerie existe, que l'être humain a une paire de ciseaux, il a toujours fait ça, découper la partie qui l'intéressait. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, toujours pareil. Oui. Ah oui. Prenez votre micro, n'hésitez pas, madame. Donc la première image que vous nous avez montrée, donc vous essayez de faire une enquête pour voir quelle est la source. Comment vous faites pour rechercher l'image d'origine? C'est une très bonne question. On va l'évoquer à la fin. Mais on va vraiment faire un récap là-dessus à la fin pour donner justement les outils avec quoi les journalistes travaillent et puis comment vous, du coup, comment vous pouvez aussi vous en servir chez vous, se dire est-ce que cette photo elle est partisane? Est-ce que j'ai toute la photo? Est-ce qu'elle est plus large? Est-ce qu'elle est d'une autre couleur d'habitude? Voilà. Donc on parlera de ça. Donc les retouches sur les images, c'est des pratiques qui ont lieu depuis qu'on a Photoshop en fait. On va voir un premier exemple. Alors là, on se situe donc c'est un journal arabe et en fait c'est plus précisément un journal égyptien, le grand journal égyptien. Et le journal c'est proche du parti. Voilà, le journal proche du pouvoir, enfin de l'ancien pouvoir. Et là, on voit pas très bien. Ouais. Et donc là, on a un sommet qui se passe. C'est à Sharm el-Sheikh.
Et on a donc Moubarak en premier. On reconnaît Barack Obama, Netanyahou ici. On a le chef président de de l'autorité palestinienne. Voilà. T'as le même trou le que moi, dernier monsieur, je me souviens plus. Voilà, ça, on voit c'est un petit peu mieux la photo. le roi de Jordanie, Abdallah. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est la photo telle qu'on la voit dans ce journal. Donc, vous avez vu la double page. Très bien. Et on se rend compte en cherchant un peu plus loin que finalement, il y a d'autres versions de cette photo. On peut voir la suivante. Et bizarrement, alors, une photo qui résonne un peu différemment. Là, bizarrement, on voit les ombres, alors que sur la photo précédente, il n'y a pas d'ombre. On marche sur un tapis parfaitement rouge. Hein. Et là, on se dit, ah, c'est bizarre, celle-là sonne un petit peu plus juste. Et la figuration n'est pas la même. Donc, on a plutôt Barack Obama en leader comment on appelle ça, de la marche. Oui, il y avait et du monde. Voilà. Et finalement, ce sont les mêmes hommes, mais manifestement, pour l'ancien président égyptien, ce n'était pas convenable d'apparaître dans son propre journal derrière le chef d'État américain. Donc voilà, il a demandé à ce qu'on refasse le protocole, en fait. Et ils se sont fait toper à l'Ahram, je crois que ça va ouais, c'est ça. Ils se sont fait toper par toute la presse. Voilà, par toute la presse. Et donc, si tu veux aller donc là, on a pris un exemple, mais c'est là, c'est les presses européennes, mais en fait, dans tout le monde a repris les deux photos et donc un petit peu moqué de la volonté égyptienne de refaire ce sommet, alors que dans le fond, ça n'a pas une grande importance. Voilà, mais voilà, c'est une grande portée symbolique pour lui et pour les Égyptiens. En France aussi, hein, la retouche, vous avez entendu parler du bide de Sarkozy, tout ça, ou de la bague de Rachida Dati, la bague Chaumet, mes souvenirs sont bons. Donc c'est une pratique qui est... C'est plus sur des détails esthétiques en France et globalement en Europe. Bon, là, on est un peu sorti de l'Union européenne, donc ils se permettent ça. Je ne pense pas qu'un grand journal... Ah. Vous avez un très bon œil. Donc voilà, c'est vrai que ce contexte-là, d'ailleurs sur un événement politique d'envergure, ça serait difficile d'imaginer dans un quotidien français européen, mais la retouche est possible et voilà. Donc après, quitte à passer pour la risée de la presse. Alors la photo d'après, peut-être que vous l'avez déjà vue. Vous l'avez déjà vu circuler. Je pense que vous savez peut-être à quoi ça fait référence. Alors, comment ? Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que vous avez une remarque ? Alors, juste... non, d'abord la photo. Est-ce que vous avez une remarque à faire sur la photo ? Est-ce qu'il y a des détails qui vous interpellent ? Donc on est dans un journal israélien, comme l'écriture l'indique, qui s'appelle Ambasser, qui est plutôt marqué à droite et on va dire... c'est pas à droite, c'est plus que c'est orthodoxe en fait. Ouais, c'est très conservateur. Et c'est important de le noter parce que resitue le contexte peut-être de l'utilisation de la photo. Ouais. Alors bon, je vais lever les mystères sur. Ils ont gommé plusieurs personnages. Ils ont gommé plusieurs personnages. Non, ils ont gommé les femmes. Et c'est pas les Palestiniens ou les Israéliens, puisqu'en fait finalement il y avait normalement. Eh bien parce que c'est un journal orthodoxe où la femme n'est pas présente dans les fonctions politiques. Enfin, les croyances des personnes qui écrivent ce journal, manifestement, ne vont pas vers la parité. Ils ne sont pas compatibles avec la réalité du monde, en fait, tout simplement. Anne Hidalgo, au revoir. Angela Merkel, quand même. Au revoir. Au revoir, ouais. Voilà. Je crois que c'est la première ministre danoise. Voilà. Donc toutes ces personnes, au revoir, alors qu'elles sont en première ligne. Voilà. Donc, et oui. Donc là, on a choisi de dire, on refait l'histoire quelque part, puisque c'est une photo historique. Donc on fait à notre façon, à notre convenance. Voilà. Donc pour vous expliquer que quand on va dans les écoles, on explique que dans les journaux arabes, mais aussi dans les journaux israéliens, on est capable de faire ça. Voilà. Non, vous avez des questions ?
En fait, on peut passer à la suite. En fait, on a quasiment arrivé à la fin de notre petite On démonstration. vous donne quelques clés Alors, ouais. pour essayer de débusquer tout cela. Et puis, à la fin, si vous avez encore des questions, vous nous direz. Alors, on balance ça comme ça, mais évidemment, on va faire un peu une explication de texte. Pour s'y repérer et pour vérifier la véracité des photos, des médias qui sont partagés sur les réseaux sociaux et sur Internet, il y a plusieurs outils. Il y a d'abord des outils techniques et puis il y a des outils humains. Là, on est sur la technique. Alors, il y a une pratique qui est de plus en plus admise, enfin, qui est vraiment pratiquée par les journalistes, mais de plus en plus même dans le grand public. Il y a des gens qui commencent à avoir ce réflexe-là. C'est d'utiliser Google Images. Alors, c'est dommage simple. Parce que, en fait, du coup, on a passé un peu plus vite sur la première partie de notre intervention, mais du coup, on aurait pu vous faire les captures d'écran, mais c'est pas grave, on vous explique. Sur Google Images, on a la possibilité de télécharger en fait une photo. Et le robot de Google va scanner la photo et va réussir à trouver les occurrences. À trouver des occurrences. Où est-ce que cette même photo, avec les mêmes informations, a été utilisée. Donc, il va vous ressortir la liste de cette photo. Alors, parfois dans le même état, parfois en meilleure qualité, parfois plus grande. Et là, vous commencez à voir où a été utilisée cette photo. Parfois, elle n'a pas été changée. Parfois, c'est la même photo. Par contre, les légendes ont changé. Et c'est là qu'on se rend compte que nos deux petits Népalais sont en fait deux petits Vietnamiens, par exemple. Donc là, on voit que les mêmes photos s'accompagnent d'autres légendes. Ça éclaire déjà notre pensée. Quand on cherche dans Google, on met du texte. Oui, là c'est Google vous avez Images. Google. Donc là, en fait, vous avez Google, image, vidéo, image, voilà. cliquez sur image. Ensuite, vous avez une barre de recherche avec une petite photo. Vous cliquez sur la photo. Donc et là, il vous propose de télécharger l'URL d'une photo ou alors carrément vous glissez la photo. Oui. Dans la barre de recherche. Et là, il va vous afficher. Et alors, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas. C'est hyper simple. Et déjà, ça éclaire. Souvent. T-Night, c'est pareil. C'est un logiciel qui va permettre de créer des occurrences. Enfin, voilà. Vous pouvez aussi télécharger ce logiciel. Alors ensuite, il y a les données EXIF d'une photo. Moi, j'en avais fait l'expérience d'ailleurs il y a quelques années. J'avais posté mes photos sur Google Docs. Et puis, j'avais téléchargé mes photos, j'avais fait quelques retouches. Mais c'était un usage totalement privé. Je l'avais partagé avec personne. C'était juste pour stocker. Et en fait, à côté de chaque photo, j'avais été très étonnée de découvrir tout un tas de données concernant la photo. L'appareil photo avec lequel j'avais pris, la température de couleur, le nombre de pixels, l'exposition, si j'avais fait des retouches ou pas. Et en fait, Google est capable de détecter ça. Alors même si vous avez un PC, c'est tout bête, vous cliquez droit sur une photo et dans paramètres avancés ou données avancées, je ne sais plus précisément, vous avez les données EXIF de la photo. Ça, c'est assez simple sur PC. Sur Mac, c'est différent. Et donc, les données EXIF, elles donnent aussi des informations sur les conditions de prise de la photo, mais aussi sur la date. Ça peut être, ça peut être le cas. Les données EXIF, elles peuvent être détériorées. Parce que s'il y a une retouche photo, en l'occurrence, ça peut enlever des informations. Au bout d'un certain nombre de transformations, les données EXIF peuvent même disparaître. Et elles peuvent même être modifiées. Déprogrammées. Voilà. Donc, ce n'est pas absolu, d'accord ? Mais ça fait partie de l'ensemble des outils qui sont à notre disposition pour... Quand on fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, on peut commencer à avoir... Et oui, et là, après, c'était par rapport... c'est la plateforme... Enfin, une petite capture d'écran pour vous montrer la plateforme qu'a développée Amnesty International. C'est le pendant de Google Images, mais c'est pour la vidéo. Donc, pareil, vous copiez l'URL d'une vidéo et elle va chercher les occurrences, va peut-être vous trouver des sources, va vous aider. Donc la vidéo, c'est un vrai problème. Sur Internet, c'est un vrai problème. Dans la mesure où il y a de plus en plus d'utilisation de vidéos dans tous les sens, effectivement, on a beaucoup parlé de photos, mais on aurait pu faire aussi toute une conférence sur les vidéos. Il y a peut-être encore plus de choses à dire, parce qu'il y a encore plus de choix à faire quand on fait un cadre vidéo. Donc ça, ce sont les outils techniques à notre disposition. Totalement gratuitement et sur votre ordinateur, vous y accédez. Et le reste, après, c'est les compétences, le savoir-faire, l'intuition.
Donc déjà, regardez ce que vous avez fait, identifier Ratzinger. Voilà, vous n'avez pas forcément pu dire que c'était Ratzinger, mais en tout cas, identifier que c'était dans un contexte religieux. Donc voilà, les indices, les vêtements, les lieux. Quand il y a une manifestation, regardez le nom du café en bas à droite. Googlez le nom du café, se rendre compte que finalement c'est à New York et pas à Bagdad. Je sais pas. Ça arrive tous les jours, ce genre d'informations ou une émeute qui est censée être dans tel pays, on se rend compte qu'en fait rien à voir. Donc ça aide beaucoup. D'ailleurs, je voudrais donner l'exemple, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un jeune homme, un jeune Hollandais de 19 ans, qui a très bien compris ça, qui est passionné par tout cet univers et par la géopolitique, et notamment par le conflit syrien. Et ce jeune homme est assez extraordinaire puisque il est dans sa chambre et il passe son temps en fait à recevoir et à analyser des contenus, images, vidéos et photos en provenance de Syrie et en provenance des combattants de Daesh. Il s'appelle Thomas Van Linge. Ah oui, si vous voulez noter son nom, ça sera facile à trouver. Il y a un petit documentaire qui a été consacré, une petite vidéo que vous pouvez visionner sur Spicy, c'est une plateforme qui est très bien faite, SPIC2E, pour vous montrer que ce jeune homme en fait a recoupé les informations, tous les éléments et bien plus encore. Il est tellement passionné qu'il est très impliqué dans les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Il a fait un espèce d'agence à lui tout seul. Il a ses contacts en Syrie. Il ne s'est pas déplacé de sa chambre à Amsterdam, il faut le savoir. Et donc ce jeune homme, il a tellement de contacts que les gens sur place lui disent oui, non, peut-être, c'est là, ah non. Et en fait, ce jeune homme a recroisé toutes les informations qu'il a collectées en cartes. Donc il est cartographe maintenant. Ce jeune homme est consulté par la BBC, par CNN, par les plus grands médias internationaux. Même par des chercheurs qui s'occupent de la Syrie. Ce jeune homme est spécialiste de la cartographie syrienne. Il a 19 ans, je pense qu'il fait ça depuis qu'il a 16 ou 17 ans. Sur la Syrie. Et il est spécialiste. Il tient un jour la carte. Il n'a pas bougé de sa chambre. Une fois, c'est incroyable. Il est interviewé par les plus grands médias, par Spicy. Ouais, non mais voilà, il est consultant pour les plus grands médias et pour montrer que depuis son ordinateur, on peut avoir beaucoup d'informations, même sur les zones en guerre. Et parfois mieux qu'un journaliste qui reste sur place et qui se ferait peut-être balader parce que tout n'est pas explicite dans les images, il faut recouper encore les informations. Ça, c'est la base du journalisme, recouper les informations, les sources. Alors, je ne sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y avait, il n'y a pas si longtemps que ça, justement en Syrie, des journalistes qui ont réussi à identifier des combattants qui ont pris une photo, pas toujours très intelligents, ils ont pris une photo de là où ils se trouvaient, et des journalistes ont réussi à identifier le lieu, si bien que ça a donné lieu à des frappes aériennes. Donc l'armée s'en est servie en fait pour cibler directement les... Et même certains combattants du djihad qui s'étaient pris, vous avez peut-être entendu ça, on se prenait en photo, faisaient des selfies pour faire forcément l'apologie du djihad. Et comme ça passait par des réseaux genre Google, etc., certains services de renseignement internationaux ont accès à ça et ont pu identifier les combattants et les lieux, donc notamment les lieux d'entraînement. Voilà. Et donc, la dernière chose, effectivement, avoir un bon œil, avoir un peu d'intuition et rechercher des indices dans les photos, dans les documents. On peut se servir de Google Maps, Google Earth pour comparer des photos avec des lieux qu'on va trouver sur Google Earth. Google Street View, hyper utile. Ouais. Effectivement, on a vu, alors on l'a pas mis, mais une photo, par exemple, qui a été utilisée pour illustrer, soi-disant... la crise des réfugiés, on aurait montré des réfugiés en train de s'attaquer à des policiers. Et en fait, c'est une photo qui aurait été prise... manifestation allemande ? Non, c'était au Venezuela. Tu sais, on voyait des boucliers. Et en fait, quelqu'un a reconnu Alors, quelqu'un a déjà reconnu les vêtements des manifestants. Il s'est rendu compte que dans son pays, on n'était pas en t-shirt pendant ce mois-là, donc ça collait pas. Et ensuite, on s'est rendu compte que la couleur des boucliers collait pas du tout par rapport aux CRS locaux. Donc voilà, c'est tous ces petits détails mis bout à bout. Et pour revenir au réseau, donc on parlait de Thomas Van Linge, donc lui il a fait un réseau, mais chacun peut se le faire, ce réseau. Et après les médias classiques, par exemple France 24, qui... Classique, je ne dirais pas classique, mais... Oui. Les professionnels. Médias pure player. Eux ont monté ce qui s'appelle les observateurs. Ils ont 6000 correspondants dans tout le monde, ce ne sont pas forcément des journalistes, ce sont des gens sur place. Et dès qu'il y a un doute, ils les font travailler, ils les font vérifier, traduire,
parce qu'il y a beaucoup de langues qu'on ne maîtrise pas sur Internet. Donc, quand on voit est-ce que ça s'écrit en arabe, en chinois, je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Donc, voilà, à chaque fois, c'est vérifié. Et vous pouvez... il y a une adresse mail qu'on pourra vous donner aussi. Dès qu'il y a un doute, les observateurs mettent à disposition une adresse mail où on peut poster une photo ou un élément, un document. Et ils essayent d'enquêter voilà, avec vous, en fait. C'est un élan collégial. Il y a de plus en plus de journalistes qui ont cette espèce de mission de vérifier ce qui se dit sur Internet, ce qui circule sur les réseaux sociaux. Je peux vous donner, peut-être que vous connaissez, les décodeurs, c'est Le Monde. Décodeur, ça a été monté par Samuel Laurent, qui est journaliste, qui est un jeune journaliste d'une trentaine d'années, et qui a monté ça, qui a monté une équipe. En fait, les décodeurs, c'est une rédaction exclusivement sur Internet. C'est lemonde.fr, mais voilà, c'est que sur Internet. Et en fait, leur travail, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est un peu de vérifier, de confronter, de mettre en perspective des éléments qu'ils vont retrouver sur les réseaux sociaux, qui circulent sans beaucoup de maîtrise. Il y a Oxbuster aussi, on en a parlé. Les observateurs font un super travail aussi là-dessus. Et après, il y a tout le travail du data journalisme aussi, qui consiste à faire parler les chiffres. Tout ça, c'est assez nouveau parce qu'on en a vraiment besoin. Moi, ce que je veux dire, ce que j'ai l'habitude de dire et ce que je voudrais dire aussi, c'est que on est dans une époque formidable parce que chacun peut prendre la parole sur tous les sujets grâce aux réseaux sociaux. Chacun peut donner de l'information. Le problème, c'est qu'on est parfois un peu perdu dans ce flot ininterrompu d'informations et que justement il y a des gens qui pourraient penser que du coup les journalistes sont en concurrence avec des gens qui vont poster des informations. Moi, je pense plutôt que les journalistes ont une nouvelle mission, c'est celle justement de vérifier toutes ces informations, de les mettre en perspective les unes avec les autres. Donc ce travail-là qu'on propose et dont on parle avec Aurore, les repères techniques et humains là, c'est vrai que on le dit, on le circule, mais enfin on le fait circuler, mais on est bien conscient qu'à chaque fois qu'on va être confronté à une info, chacun ne va pas faire ce travail-là. Donc il y a des journalistes dont c'est le métier de le faire. Et à l'heure où on décrit beaucoup la presse, on décrit beaucoup les médias, j'insiste un peu sur le fait qu'il y a des journalistes qui font ce travail-là. C'est un journaliste qui est, à mon sens, indispensable, qui nous permet d'avoir des repères justement dans un flot d'informations qui parfois est tellement puissant, tellement fort qu'on ne sait plus où donner de la tête. On a l'impression d'être dans un combat de boxe et on ne sait plus. Et l'idée aussi, voilà, c'est de se dire qu'on est chacun un peu tous journalistes. Quand on est devant son compte Twitter, son compte Facebook, c'est que c'est chacun, tous, avant de retweeter ou de reposter quelque chose sur Facebook, de se poser la question d'où ça vient, qui l'a posté. Est-ce que je suis sûre de ça? Alors là, on a pris des exemples très politiques, avec des cas assez lourds, mais ça peut être des choses tout à fait plus légères. Et pourtant, tous les domaines sont concernés par est-ce que ce que je vois en face de moi est vrai et vérifié. Et donc, avant de reposter et de retweeter, se poser la question ou poser la question à quelqu'un qui sait mieux que nous. Parce que reposter ou retweeter est un acte en soi, en fait. On devient chacun soi-même un petit média quand on le fait. Et c'est très très facile de tomber dans le panneau. Moi, j'ai quelqu'un que je connais bien, un monsieur de plus de 50 ans, le papa d'une amie, qui est quelqu'un de très très bien et tout ça. Et un jour, il a appelé mon ami en lui disant « Oh là là, mais t'as vu, c'est un truc de fou, j'ai vu là, à la CAF, en bas de la CAF, je sais plus où, mais en bas d'une CAF, il n'y a que des dames en burqa, là, c'est un truc de fou. » Je ne sais pas si vous avez vu passer cette photo. Donc effectivement, on voit le panneau de la CAF, on voit qu'on est dans une rue et on voit que des dames en burqa. Et le papa de mon ami est un peu tombé dans le panneau. Mais c'est pas une photo prise en France, c'était pas une photo prise au même moment, au moment dont il parlait. Donc c'est pour dire que, et même moi, ça nous arrive à nous aussi. Ça peut arriver, voilà. On se pose simplement un peu plus la question. Voilà. Quand on a l'œil et l'habitude, effectivement, on est un peu plus méfiant. Mais c'est ça que moi, j'aimerais qu'on ait tous, collectivement, plus cette culture-là de la méfiance.
et qu'on fasse tous plus attention et qu'on soit tous plus conscients, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est aussi des émetteurs. Avant, le public était simplement récepteur. Aujourd'hui, on est tous des émetteurs d'informations, et à ce titre-là, on a une responsabilité, parce que chacun est un média, en réalité. Donc, voilà, c'est... Oui. A été passé à la télé et puis analysé aussi. Oui, dans le reportage de BFM TV, il me semble. Oui, exactement. Reportage qui est très bien, oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Du coup, en fait, quand on voit votre exposé, ce qui est assez paradoxal, c'est que d'un côté, il faut faire confiance aux journalistes et en même temps se méfier des images qui peuvent être véhiculées par les médias. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance à personne, il faut faire confiance à tout le monde. C'est-à-dire Ouais, que le journaliste est avant tout un être humain. Mais C'est du coup, juste que donc, le journaliste peut faire une erreur ou un mauvais choix. On a vu une photo tout à l'heure qui n'était pas bien choisie. Donc le journaliste peut faire une erreur, donc on peut douter de lui. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que le journaliste, il est responsable de ce qu'il publie. Donc demain, un journaliste publie une bêtise, il y a un droit de réponse. Les personnes qui sont concernées ont le droit d'attaquer même en justice ce journaliste. Donc il a une responsabilité. Donc le journaliste, il est identifiable. Chaque article, chaque reportage, le nom du journaliste est titré. Donc ça, c'est facile à retrouver et à sanctionner s'il y a besoin. En revanche, pour Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas de responsabilité. C'est, comme on dit, chacun est média, mais est-ce que chacun a la conscience qu'il est média et a cette responsabilité? Pas encore. Donc il faut se méfier de tout le monde, oui. Après, en fait, plus que l'état de défiance par rapport aux journalistes, c'est surtout en fait comment transmettre en fait aux enfants sans tomber dans ce côté ultra sceptique de se méfier de tout. En fait, pas tomber dans le côté attention. Et il faut aussi accorder de la confiance parce qu'il y a des gens professionnels qui sont derrière ces informations-là. Quels sont du coup, où placer le curseur et quels seraient vos conseils pratiques à une maman comme moi ou à des profs avec leurs élèves? Alors déjà savoir, et après je te laisse la parole, savoir ce qu'on est en train de regarder. Est-ce qu'on est en train de regarder le journal de 20h de France 2? Est-ce qu'on est en train de regarder le blog de quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'on est sur Twitter? Est-ce qu'on est sur Facebook? Déjà, on a d'un côté les médias traditionnels, en tout cas les médias professionnels. Et donc déjà, ça donne une référence avec un nom d'un journaliste, un nom d'un rédacteur en chef, un nom d'une rédaction vers qui se tourner, avec un médiateur pour chaque média. Déjà, ça fait le tri. Et ensuite, effectivement, quand on est un enfant, nous, on se rend compte, en allant dans les écoles, un enfant ne fait pas la différence entre un blog et le journal télévisé. Clairement, une information est une information et la hiérarchie est très difficile à faire pour un enfant. Donc déjà, il faut que l'adulte le guide. Qu'est-ce qu'on a en face? Et quand on est sur un média non traditionnel, donc ça peut être un réseau social ou ça peut être le blog de quelqu'un, n'importe quoi qui se retrouve sur Internet, et là, il faut se dire qui est derrière. Et donc là, on est déjà dans l'enquête. On est déjà dans qui sommes-nous sur le site Internet ou le formulaire contact. Voilà. C'est vrai que le qui sommes-nous est très important. Il y a beaucoup de sites qui prennent la parole sur des sujets. Les auteurs qui sont derrière, on a l'impression qu'il y a 25 personnes dans la rédaction, que c'est un truc international. En fait, c'est un mec qui est au chômage, qui n'a que ça à faire. Je dis les choses d'une façon... Ouais, non, mais je dis les choses d'une façon très méchante. Je n'aurais pas dû. Mais en l'occurrence, c'est vrai, il y a des sites qui sont vraiment très, très, très consultés, qui ont une audience incroyable. Mais en fait, derrière, vraiment, ce sont des amateurs. Ce ne sont pas des journalistes professionnels. Ils prennent la parole avec un parti pris. Donc ils essayent de trouver des éléments dans l'actualité qui vont les conduire à la conclusion qu'ils ont déjà avant d'enquêter, on va dire. Il faut expliquer aux enfants avec d'autres exemples. Ouais. Par exemple, là dans l'actualité, on a le maire de Béziers qui est l'ancien patron de RSF, qui devrait être quelqu'un d'éclairé et qui pourtant utilise son journal municipal comme une tribune tout à fait orientée. Donc pareil, je pense qu'un enfant est tout à fait capable de comprendre que ce média, donc ça peut être un écran d'ordinateur, ça peut être un journal papier, n'importe quoi. Qui est-ce qui l'a fabriqué et qu'est-ce que ce monsieur veut dire? Et donc, est-ce que ce monsieur, il est affilié à un parti politique? Est-ce que ce monsieur, il fait partie d'une association? Est-ce que quel est son intérêt? Est-ce qu'il cherche à nous vendre quelque chose derrière? Est-ce qu'il fait partie d'une société? Je pense que les enfants sont très au courant de ça. Niveau collège, nous, on a beaucoup les retours de « Ah, mais oui, mais lui, en fait, il fait partie d'un groupe ». Les gamins sont hyper informés. Et donc, ils sont tout à fait à même de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière un média? Pourquoi il nous parle de ça, le monsieur, et pourquoi il nous en parle comme ça?
Et en fait, je pense que de ta façon de présenter les choses, elle conduit à conclure que l'important, je pense, par rapport à des enfants, c'est leur apprendre à se poser les bonnes questions. C'est pas forcément leur donner les réponses. D'ailleurs, c'est valable pour nous aussi, en fait. Avoir un esprit critique, c'est réussir à se poser les bonnes questions. Voilà, c'est ma petite réponse. Ma remarque sur le chômage était vraiment débile. Pardon. Ça répond à la question. Merci. On espère que ça vous a un petit peu éclairé, que ça vous aidera à éclairer autour de vous les personnes qui sont beaucoup sur Internet notamment. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont en contact avec des enseignants ou qui ont des enfants, la passerelle met en contact donc, des journalistes et qui aiment faire ça, de l'éducation aux médias dans les écoles, et des enseignants. Mais avec plein de personnes qui sont intéressées par l'éducation aux médias. Madame, une question. J'ai essayé, toute bête, mais j'ai essayé d'aller sur la passerelle sur Facebook et en fait, je ne vous trouve pas. C'est-à-dire, il y a plein de... On va vous trouver, madame. Vous nous Plein donnerez de- votre nom. Et... Non, mais peut-être qu'effectivement... Non, mais j'ai déjà eu cette Ça pour réflexion. les autres, du coup, parce que... C'est la passerelle, plateforme sur l'éducation aux médias. Voilà. En fait, c'est la passerelle voilà. Parce que la passerelle tout seul, on a déjà eu C'est facile à cette, trouver quand on a soi-même cette des remarque. amis qui sont déjà amis, mais c'est le problème de Ouais. Facebook, c'est qu'il En fait, c'est un groupe Le que problème de j'ai réseau. décidé de garder fermé parce que sinon on peut être trollé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Trollé, voilà, les trolls. des personnes qui viennent vous vendre des choses. Ce sont ces personnes qui ont beaucoup de temps à perdre et qui passent leur temps sur des forums, sur des groupes Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. à vraiment essayer de vous faire perdre votre temps en disant soit des sujets hors des choses sujet, voilà, soit complètement hors essayer de vous sujet, vendre des etc. choses, soit dénigrer ce que vous êtes en train de faire. Donc Ouais. il faut qu'on vous accepte dans la passerelle, mais on accepte tout le monde en fait. C'est juste, Non, dis pas ça, il y a la caméra. on accepte tout le monde. Bah, merci à tous Ah, il y et a à toutes. monsieur qui a une Ah, question. monsieur, pardon. C'est pas une question, c'est juste relater une petite expérience récemment Avec avec plaisir. Google Images. Il y a quelqu'un, j'espère qu'il Portez le micro à votre bouche, je vous prie. de procéder inversement, c'est-à-dire qu'il avait pris une image sur Google Images, sur Internet, et il m'a dit maquille-la, retouche-la pour que justement Google Images ne puisse pas la retrouver. Alors, c'est pas si facile que ça à faire, c'est-à-dire que Google Images est assez pertinent, il va la retrouver, mais finalement on y arrive très bien. Donc c'est pas, on peut prendre une image, la retoucher et faire en sorte que Google Images ne la retrouve plus. Vous l'avez fait dans l'objectif de faire le test. Bon, lui, il avait besoin qu'on ne puisse pas la retrouver. Le repérer. D'accord. Non, mais alors après, il y a différents niveaux. Il y a des professionnels, il y a des faussaires de Non, mais Photoshop. je vous dis, c'est assez pertinent parce que si vous changez par exemple simplement la couleur des yeux, des choses comme ça qui sont à la portée de tout le monde, il reconnaît quand même. Mais à bout d'un moment, il ne reconnaît plus. Donc vous pouvez faire en sorte l'anonymiser. Maintenant, juste une petite remarque à propos de ce que vous venez de dire de Robert Ménard. Vous le citez Robert en Ménard. exemple. Attendez, on n'a pas parlé de Robert Ménard. C'est elle que j'ai parlé qu'elle avait parlé de Robert Ménard. Je n'ai pas cité son nom, mais oui, Oui, je vous écoute. Bien reconnu. Évidemment, son journal est un journal de propagande, mais il en va de même de la presse tout entière. Donc vous ne devriez pas le sortir parce que les autres font pareil. N'importe quelle maire utilise son journal pour faire exactement ce type de... La presse municipale est au service du maire et de manière évidente. Après, il y a la bonne foi et la mauvaise foi. Là, Non, Robert Ménard avait relève de utilisé votre une photo. interprétation. Non, Ça il a relève de utilisé une votre photo et interprétation. non. Si. Il a associé une photo avec une fausse Bah, légende. C'était évident. Personne n'a cru une seconde qu'il avait écrit... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a des... Vous faites allusion à cette photo où il dit ils arrivent. Mais attends, je crois que j'ai complètement... Je sais pas si je suis la seule, mais... Je t'expliquerai Non, après. vous faites bien D'accord. allusion à cette photo en une de son journal où il y avait un train d'immigrés. Il disait... C'était au début de la crise des migrants. 50 km et il mettait ils arrivent. N'est-ce pas? C'est ça? Oui. C'est à ça que vous pensiez? Et où était prise la photo? Est-ce qu'elle était prise dans le cadre de sa municipalité? Bah, évidemment non, puisque il disait 3000. Attendez, c'était à la portée de tout le monde de voir que c'était... On pense ce qu'on veut de ce qu'il raconte, mais c'était évident. D'ailleurs, si vous connaissez bien un petit peu l'histoire, vous savez que lui-même, en réponse aux accusations de traficage de photos qu'on lui a faites, il a dit que la photo du petit enfant qui avait été prise, vous savez que sur la Petite plage, Hélène sur la Oui. plage. elle-même était
d'une certaine façon retouchée, puisqu'elle avait été recadrée et qu'on ne voyait plus deux pêcheurs qui étaient à côté en train de pêcher à la ligne tranquillement, en train de sous-tendre ce petit enfant. Vous avez raison. Et qu'évidemment, l'impact de la photo n'était plus du tout le même. On a parlé de recadrage. Voilà, mais je suis d'accord. Mais après, En c'est fait, toute une question de bonne et de mauvaise foi. Évidemment que les journaux municipaux sont là pour vanter la politique d'un maire. Dans le monde de voir des choses et de me dire ils sont de très mauvaise foi aussi. Hein. Donc, Moi, j'ai pour habitude de tirer les gens vers le haut et pas vers le bas. Donc, on va pas regarder ce qui se fait de pire, mais on va se regarder ce qui se fait de mieux quand même. C'est votre échelle de valeur, mademoiselle. Alors, non, mais c'est intéressant parce que là, si Aurore, elle nous dit que la photo, elle n'a pas été prise dans le cadre de sa municipalité et que vous nous dites, oui, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, les gens sont capables. Non, ça veut dire qu'en fait, on peut faire n'importe quoi parce que de toute façon, les gens sont capables. C'est lui, c'est Ménard qui dit que... Ah, peut-être pas. Je n'ai jamais dit qu'il avait prétendu que cette photo avait été prise à Béziers. Ah. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a pris à 3000 km et il a dit... il a utilisé... C'est très discutable. Il a fait marquer dessus, il a fait un montage qui est très grossier, comme on fait partout. Vous en voyez sur Internet toute la journée, marqué... oui, c'est justement contre ça qu'on essaie de lutter, contre les montages grossiers. Mais c'est grossier pour vous, monsieur, parce que vous avez un esprit éclairé. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, je vous assure, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir un objet écrit dans les mains, qui ne passent pas leur temps à lire la presse, qui ne savent pas forcément de quel bois se chauffe Robert Ménard. Géographiquement, je ne sais pas trop. Donc, on estime avoir la bonne foi. Quand on lit un journal municipal, on se dit qu'on va apprendre des informations sur sa ville. Mais merci d'avoir rebondi là-dessus. Je voulais juste aussi vous dire quelque chose. Vous citiez ce jeune qui avait fait une cartographie en Syrie. Thomas Van Linge. C'est intéressant, elle est difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de groupes djihadistes différents les uns des autres. Et les lignes bougent. Et les lignes bougent tous les jours. Chaque ville, chaque quartier change. Voilà, absolument. Mais il y a un type qui a fait aussi quelque chose de tout à fait étonnant et un peu du même tonneau. C'est celui qui, depuis sa cuisine, a fait à propos des événements en Ukraine. D'accord. De cet avion qui a été abattu, il a réussi à démontrer que l'avion avait bel et bien été abattu par une unité russe qui se trouvait là, et ce type, il y a eu un article dans Journal Society qui lui a consacré un... Je regarderai. Il fait la même chose. Et c'était un Ukrainien? Pardon? C'était un Ukrainien, ce monsieur? Non, pas du tout, c'est un type, je vois, il doit être... Ah non, il n'y a rien à voir. Il était à des milliers de kilomètres. Complètement. Ok, bon ben... Il a fait la même chose, et apparemment un travail très documenté et très pertinent. Voilà. Vous n'avez pas son nom. Formidable. Vous n'avez pas son nom. Vous vous souvenez plus du nom de... Non, mais je regarderai. Ok. Merci, monsieur. Merci, en tout cas. Pas d'autres questions? Bon. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été merci à présente. tous. Merci. Merci à vous.